to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler. Bonjour François Prenon qui est là parce qu'il y a une rétrospective consacrée donc à votre travail, à votre filmographie au cinéma du réel. Alors c'est dans le cadre d'une rétrospective qui s'appelle l'autre monde, quelque chose dans ce genre en tout cas. Le monde autre. Et donc le cinéma du réel a eu l'intelligence. L'autre monde, c'est autre chose. L'autre monde, c'est après la vie. Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on pourrait commencer comme ça, par parler un peu de vos films. Mais d'abord, avant toute chose, juste dire que voilà, ça commence le vendredi 24 mars avec deux films qui sont L'Escale de Guinée et Paris, mon petit corps et bien las de ce grand monde. Et puis ça se terminera le 1er avril si je me trompe pas. En tout cas, voilà, c'est une programmation de 10 films ainsi qu'une rencontre avec vous et certaines personnes qui sont importantes dans votre création. En tout cas, merci d'avoir accepté ce moment pour en parler. Et puis, je remercie aussi Catherine Giraud, l'attachée de presse du festival, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Première question que je pose toujours à mes invités, c'est une question très godardienne. Je demande toujours comment va mon invité. Alors vous, comment allez-vous? C'est pas une question à me poser aujourd'hui. Mais c'est pas une question à me poser aujourd'hui. On élude. On élude. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça fait à chaque fois quand on vient vous voir pour vous dire voilà, on aimerait montrer ce que vous avez fait, ce que vous filmez, comment vous voyez le monde depuis pas mal de temps. Comment vous êtes, comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que ça vous intéresse de revoir vos films, de revenir sur vos films, d'en parler? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Moi, personnellement, je ne les revois pas vraiment, mes films, sauf quand je suis obligée, c'est-à-dire que quand précisément je dois en parler et que je me rappelle. Mais je me rappelle bien. Donc, mais par moment, là, il y a un truc, une discussion qu'on doit faire sur l'escale de Guinée. Je suis repassé dessus un peu en vitesse. Mais autrement, je les revois pas. Je les connais, je connais leurs problématiques, etc. Je sais la façon je sais comment ils ont été faits. Je me rappelle très bien, quoi. J'en ai pas fait des tonnes. C'est-à-dire que le premier, il date de 75 et le dernier de l'année dernière il y en a eu 10 en tout. C'est pas énorme, mais bon, sur les 10, j'en ai fait 6 ou 7 toute seule, 6 je crois. Enfin, toute seule, quasiment toute seule, pas absolument toute seule, mais j'ai filmé seule, j'ai fait le montage pratiquement seule, pas complètement, mais en partie, etc., etc. Moi, ça me fait plaisir qu'on les voit, ces films, parce qu'en fait, ils n'ont pas été diffusés, sauf 3, enfin 2, parce que le prochain doit sortir en septembre. Donc, il y en a 2 qui ont déjà été diffusés. C'est Paris, mon petit corps est bien là de ce grand monde et Bienvenue à Madagascar. Autrement, ils sont passés très fugitivement dans des salles, des projections exceptionnelles. Et au moment de la sortie à Bienvenue à Madagascar, il y en a plusieurs qui sont passés au cinéma au Reflet Médicis à Paris. En même temps que Bienvenue à Madagascar, il y en a 3, je crois, qui sont passés à ce moment-là. Donc, ont pu être vus, mais de façon assez marginale. La plupart quand ils sont passés sur des chaînes télé, il y en a 2. C'était de façon très discrète et c'était des chaînes télé. Enfin, il y en a 2. Non, c'est pas vrai parce qu'il y en a un qui est passé sur Canal. Il était coproduit par Canal, mais il était sorti, c'est Paris Anticorps. Mais enfin, il y en a 2 autres qui sont sortis sur des chaînes, des petites chaînes, quoi, des petites chaînes très à la marche, quoi. Il s'est jamais sorti sur les grandes chaînes de télé, ni même sur Arte, quoi. Parce qu'ils en veulent pas.
C'est pas le genre de film qui passe à la télé. Ce qui est dommage, j'aimerais vous poser une question, et en même temps, quand on voit certains de ces films, il y a des rapports très forts avec des géographies comme, alors un peu Paris, mais par contre beaucoup Alger, ou alors la Guinée, Conakry, le Liban, enfin, il y a le monde. Et, et, et je voudrais savoir, est-ce que dans votre enfance, vous étiez enfance, voire adolescence, hein, est-ce que vous étiez, est-ce que le cinéma très vite est devenu un ami, on va dire ça comme ça, un ami dans le sens où eh bien, il était très souvent là via des projections de films, les salles de cinéma. Et est-ce que vous auriez comme ça une espèce d'image assez marquante qui aurait peut-être un lien avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique d'autres images? Est-ce qu'il y aurait une image marquante, et est-ce que cette image marquante, si elle existe, est-ce qu'elle est liée à une ville comme Alger ou comme Paris ou je ne sais pas, enfin voilà, quelque chose qui aurait un lien avec ce que vous êtes aujourd'hui? Bon, j'ai commencé à aller au cinéma très jeune avec ma grand-mère qui m'emmenait à la cinémathèque de la rue Dune. À l'époque, il y avait des chaises en bois. Quand on se levait, ça faisait clac. Et, et le premier film que j'ai vu, c'est Un Nucléo Esquimau, qui m'avait énormément plu. Je l'ai revu plusieurs fois. Après, j'ai vu les Buster Keaton, les Charlot, tout ça. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis parti vivre à Alger quand j'avais... mon Anouk, je l'ai vu, j'avais 4 ans, mais je l'ai revu plein de fois. Et je suis parti vivre à Alger quand j'avais 11 ans, avec mes parents. Enfin, je venais juste d'avoir 11 ans. Et l'année suivante, enfin, au début de l'année 65, la cinémathèque d'Alger a ouvert, c'était 1 an et demi après. La cinémathèque d'Alger a ouvert, et là, j'avais déjà l'habitude de sécher l'école, le lycée plutôt, pour aller traîner dans les rues, au port, etc. Mais alors là, je me suis mis à sécher systématiquement l'école, ainsi que mes cours de piano, la cinémathèque étant à côté du conservatoire de musique. Et je suis allée à la cinémathèque à Alger où j'ai découvert, j'en avais déjà vu un ou deux, mais j'ai découvert l'ensemble du cinéma soviétique de la grande époque, plus beaucoup de westerns, plus des tas de films contemporains, parce que la cinémathèque d'Alger avait reçu de l'Union soviétique déjà, et de tous les cinéastes de gauche du monde entier, un fonds énorme de films qu'elle a toujours, mais qui, je crois, est dans un sale état. Mais à l'époque, c'était c'est Jean-Michel Arnold qui avait fondé cette cinémathèque, qui était un des bras de Langlois, et avec des Algériens. Et ensuite, il a passé le relais aux Algériens, et voilà. Et moi, je l'ai fréquenté énormément dans mon enfance. Enfin, j'avais 12-13 ans, quoi. Quand j'ai quitté Alger, j'avais 13 ans et demi. Je suis énormément allé au cinéma, parce que je n'allais pas à l'école. Bah oui, je crois que c'était Ben Ousmane qui disait que le cinéma, c'était c'était un peu les cours du soir, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, sauf que j'y allais dans la journée, parce que le soir, c'était plus compliqué par rapport aux parents. Et donc, j'allais dans la journée, et à vrai dire, c'était probablement plus intéressant que d'aller en classe. Et je ne sais pas trop ce qui se passait en classe. Hein. Et sauf que on pouvait regarder par la fenêtre et qu'on voyait la mer, parce que le lycée était sur les hauteurs, et que je me débrouillais toujours pour avoir une place au bord de la fenêtre et voir la mer. Donc, si je la voyais pas en vrai, ou si je la voyais pas au cinéma, je la voyais par la fenêtre. Et donc, mais bon, on peut pas dire que j'étais. Enfin, ça m'a beaucoup marqué,
mais je n'ai pas l'impression d'avoir été influencé. Il y a beaucoup de cinéastes que j'aime, il y a beaucoup de films que j'aime, beaucoup, je les aime beaucoup et j'y pense souvent, je les revois, mais j'ai pas l'impression que j'ai été influencé dans mon travail par tel ou tel. Les marques sont prégnantes, mais ça ne m'a pas dicté ma façon de travailler d'aucune façon, quoi. Et parce que je sais pas pourquoi, parce que même si j'aime le cinéma et que j'aime beaucoup de films, je suis pas un vrai cinéphile, c'est-à-dire que je réfléchis pas à ce que je vois, je réfléchis jamais. Et quand je travaille non plus, je réfléchis pas, je fais les choses. Je suis un artisan, moi. Je suis un artisan du cinéma. Je suis pas un intellectuel du cinéma. J'ai aucune théorie sur le cinéma. J'en ai jamais eu. J'ai jamais essayé de m'en faire une, même pour mon propre usage. Et donc je fais les choses avec violence, en me jetant dans la voie que j'ai choisie. Je m'y jette et après je me débat, je nage. Et j'arrive à sortir de l'eau à un moment. En général, content. Quand on nage, on est content. C'est-à-dire que je m'arrête quand je suis contente. Je m'arrête de nager quand je suis contente. Ça veut dire que je vais terminer. Pardon? Ça veut dire que à ce moment-là est terminé? Je considère qu'il est terminé. Après, je me suis aperçu parfois en voyant à l'occasion de festivals ou autre, en rentrant dans la salle à un moment ou un autre, parce que je les vois pas, je les revois pas en entier en général, mais parfois oui. Qu'il y avait, sur certains, il y a des bourdes, quoi. J'ai fait des bourdes et donc et je m'en étais pas aperçu. Par exemple, le jeu de loi du professeur Poilibus, c'est trop long. Et j'ai repéré les deux endroits qui faisaient des longueurs. C'est pas spécialement long, les longueurs. C'est 30 secondes, etc. Mais je me suis aperçu des endroits qui créent de la durée inutile, quoi. Je me suis aperçu deux endroits. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est parce que je l'ai pas revu en entier non plus depuis très longtemps, quoi. Et en salle, parce que quand on le regarde sur l'ordinateur, c'est pas la même chose. On a tendance à décrocher l'esprit de ce qu'on voit et quand on les voit en salle, en fait, quand je revois mes films, c'est pour voir les défauts. Si je veux les revoir en salle, c'est pour voir ce qui ne va pas. Et j'en trouve des défauts. Donc moi, je m'arrête quand je considère que j'ai terminé le film. Mais après, je peux être sévère avec moi et avec mon travail. Vous partez de quoi lorsque vous commencez à faire un film? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous la prenez, cette caméra, et vous y allez? Je pense que ça vient d'un désir, et tout d'un coup, le désir devient impératif. Par exemple, pour le dernier, c'est venu d'une minute à l'autre. Le dernier qui s'appelle De la Conquête. En fait, c'est venu juste après une conversation avec un ami cinéaste qui ne savait pas ce que c'était que les enfumades. Les enfumades de la guerre de conquête de l'Algérie par la France. Alors, et pourtant, il avait été porteur de valise pendant la guerre d'Algérie, mais il connaissait pas bien, il connaissait bien l'histoire récente d'avant la guerre d'Algérie et de la guerre, mais il connaissait pas les sources de cette guerre, il connaissait pas bien. Et donc, je lui expliquais ce que c'était que les enfumades, et là-dessus, il m'a dit, tu devrais faire un film sur la colonisation, puisque tu racontes des histoires intéressantes et tout que je connais pas, et tout, bon, c'est connu les enfumades, mais lui, il connaissait pas. Et enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, à vrai dire. Et bon, moi, tout d'un coup, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je ne vais pas faire sur la colonisation, c'est trop vaste comme sujet, c'est trop énorme, 130 ans de colonisation, c'est trop.
Et puis, il y a des tas d'époques très différentes les unes des autres, historiquement et politiquement. Donc, je me suis dit, bon, je vais le faire sur la conquête. Et donc, c'est venu dans la soirée, après que je l'ai vu, je me suis dit, je m'y mets. Et d'autant qu'il y avait le rapport Stora qui venait de sortir et que je le trouvais lamentable. Je l'ai lu qu'en diagonale, mais parce que ça me dégoûtait. Et je me suis dit, je vais faire un court-métrage qui sera une réponse au rapport Stora sur la conquête. Et puis dès que j'ai commencé à faire des recherches textuelles, je me suis aperçu qu'un court-métrage, c'était pas ça qu'il fallait, quoi. Il fallait plus long, quoi. Tellement je trouvais de matériaux intéressants, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça vient. L'escale de Guinée, c'est que je l'ai fait, c'est le premier film que j'ai fait tout seul. Je l'ai fait parce que on avait fait un voyage avec Depardon, un tournage voyage. On avait traversé un tiers de l'Afrique, l'Afrique de l'Est et une partie de l'Afrique australe en tournant un film qui s'appelle Empty Quarter. Et je me suis dit, on était 3 dans l'équipe, et je me suis dit, puisqu'on a réussi à faire un film à 3, je peux réussir à en faire un tout seul en adaptant la logistique, les moyens financiers, etc. Et donc, je suis parti, au lieu de partir avec une caméra 16 de Land Rover, etc., et un ingénieur du son et un acteur qui était moi. Bon, on avait tous des tas de casquettes sur ce film. On faisait toutes les autres fonctions aussi. Je peux y arriver à le faire tout seul. Et donc, je suis parti. J'ai écrit un texte, j'ai eu une bourse, parce qu'il fallait des sous pour partir. Pour rester surtout. Pour partir, on peut toujours payer un billet d'avion, mais il faut rester après. Oui, parce que, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, François, mais parce que pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, vous restez de février à juillet 1986. À août, mais enfin bon, peu importe. Voilà, pour le film. Ouais, je suis resté 6 mois. Et je suis resté 6 mois à Conakry surtout, et en Guinée, et je suis allé un peu au Mali et au Burkina aussi. Et donc, comme j'ai eu cette bourse, j'ai choisi la Guinée parce que bon, j'avais un tropisme sur l'Afrique noire. On dit pas Afrique noire maintenant, on dit subsaharienne. C'est mal poli de dire Afrique noire. Et donc, je suis parti en Guinée parce que je savais que là, je trouverais aucun blanc. Parce que il y en avait pas, quoi. À part, il y avait quelques Russes, mais qui étaient toujours en groupe, et il y avait évidemment quelques diplomates blancs, et français en particulier, avec qui j'étais en relation, puisque je dépendais des affaires étrangères, mais c'était une bourse des affaires étrangères. Et donc, c'est des coups comme ça. C'est comme quand je suis parti au Liban et en Syrie. Quand je suis parti au Liban, c'était pour suivre des cours d'arabe. J'ai pris ma caméra, j'ai acheté de la pellicule parce que je savais que j'aurais les après-midi libres, les soirées libres, et que je tournerais, quoi. Donc, je suis parti avec la caméra, puis j'ai circulé dans Beyrouth après les cours d'arabe, et que je suivais à l'université Saint-Joseph, et ça s'est terminé à midi, ça a commencé très tôt le matin, et après j'avais tout l'après-midi pour me balader, et je me baladais avec la caméra, et quand je voyais un truc, toc, j'appuyais sur le bouton, et voilà, quoi. Et en fait, j'ai très vite su comment j'allais faire le film, avec qui et comment, que j'allais faire avec des voix off, de Libanais, etc., etc. Et en tournant, j'ai commencé à faire une forme de montage, quoi, et évidemment très vague. Et bon, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y a des trucs différents, quoi. Pour Paris, mon petit corps, j'avais écrit un scénario que j'avais beaucoup travaillé, etc., etc. Donc c'est différent. J'avais trouvé une production exceptionnelle, et un producteur exceptionnel qui malheureusement s'est pendu, et qui était un ami. Et j'ai eu l'avance sur recette par miracle, et
Et voilà, et comme c'était un bon producteur, il a réussi à trouver l'argent, le complément d'argent, quoi. Et même si c'était un film pauvre, il fallait un complément d'argent. Et donc ça, c'était un autre truc. Et puis celui-là, je ne l'ai pas tourné seul, je l'ai tourné avec une équipe classique, quoi. Et quant à ceux d'Alger, ça me paraissait une évidence. Ceux que j'ai fait en Algérie, mais ce ne sont pas tous d'Alger. Il y en a un qui... On voit Alger, mais très peu. On voit essentiellement des corps de danseurs africains parce que c'était le festival panafricain, festival culturel panafricain d'Alger. Et celui-là, c'est l'événement qui m'a poussé à acheter une caméra vidéo puisqu'il n'y avait plus de Super 8, enfin la pellicule que j'aimais. J'ai acheté une caméra Super 8 vidéo et je me suis lancé dans le truc. J'ai demandé une autorisation de tournage, je l'ai eu. Je savais que je l'aurais et je me suis lancé dans ce tournage et ensuite j'ai pu arrêter de tourner pendant plus d'1 an, ce qui a donné matière, une partie de la matière des films suivants, quoi. Mais le suivant que j'ai fait en Algérie, quoi, à partir des images de l'Algérie, avec les images d'Algérie. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que vous me dites que vous ne théorisez rien. Voilà, vous n'êtes pas dans cet esprit-là. Et en même temps, quand on voit vos films, que cela soit les premiers réalisés dans les années 70, comme Paradis perdu, comme Habibi, ou alors ensuite L'Escale de Guinée, ce film de fiction dont vous parliez, qui a été fait en 99, puis Bienvenue à Madagascar, le dernier de La Conquête, parce qu'on pourrait parler aussi du dispositif impressionnant de La Conquête. Enfin, il y a quand même derrière tout ça, je ne dirais pas peut-être théorie, mais il y a une exigence en tout cas, que cela soit dans la matière que vous avez, la matière, en l'occurrence, la matière filmique, mais même aussi dans cette idée de travailler le son, de le désarticuler, le montage. Vous êtes monteuse, il faut le dire, vous êtes aussi monteuse. Enfin, il y a aussi une exigence très très forte. Mon métier, comme on dit, puisqu'il faut bien, certaines personnes ont un métier. Mon métier, c'était monteuse. Mais bon, j'ai fait le premier film que j'ai fait, je l'ai fait à l'IDEC, j'étais pas monteuse encore. J'avais déjà monté des petits trucs, mais j'étais nulle. Mais non, évidemment, il y a une fraternité entre tous ces films. Et puis, il y a des constantes dans mon travail. Il y a des constantes au niveau du cadre, donc de l'image, qui sont dues à plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai très vite, tout de suite, fait le choix de tourner toujours avec la même focale, par exemple. Et du fait que je suis très très miro, et puis aussi que je suis plutôt, j'ai du mal à rentrer en contact avec les gens. Je mets très souvent des avant-plans devant des cadres. Je fais pas de plan large. Je fais pas d'interview, je fais pas c'est pour ça qu'il y a des voix off, parce que je filme pas les gens que je fais parler, je les filme pas en général quand c'est d'autres gens que moi, parce que quand c'est moi, je mets en scène, je joue. C'est-à-dire que, par exemple, dans Le Petit Corps, je joue 2 personnages et j'avais du texte que j'avais écrit et je le jouais, mais je le jouais, c'était muet, et donc j'ai fait de la post-synchro, quoi. Et effectivement, il y a des constantes. Et bon, j'utilise pas mal de voix off. Je travaille beaucoup de montage son. Ça, c'est à cause du fait que j'ai beaucoup travaillé en Super 8. Parce qu'en Super 8, le Super 8, pas toujours, mais moi, le Super 8 que j'utilisais, il était muet. Ça ne m'intéresse pas, le Super 8 sonore. Le son n'est pas bon, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Et donc, j'ai toujours tourné en Super 8 muet. Donc, ça demande de faire un travail de son qui enrichit énormément le film, l'image et la voix off, parce que je monte, quand il y a une voix off, par exemple, je monte l'image et la voix de front. En général, quand il y a des voix off, je monte l'image et les voix de front. Il n'y a pas un qui prime sur l'autre, ça va ensemble.
Et s'il y en a un qui ne marche pas, il faut rectifier. Si l'autre qui ne marche pas, il faut changer. Mais par contre, les montages son, je les fais ensuite. Je les fais a posteriori, à la fin du montage, une fois que j'ai monté l'ossature du film, la structure, je fais le montage son. Évidemment, ça implique quelques modifications. Et c'est un travail que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui apporte énormément à ce qui a déjà été fait, qu'il transforme, qui en fait une autre chose. Et parce qu'un son, ça peut transformer un plan, même si déjà il y a de la voix dessus. Ça peut le transformer, ça lui donne une autre dimension, une autre épaisseur. Voilà quoi. Mais par exemple, un film comme De la Conquête, qui va sortir prochainement en septembre, ça raconte quoi? Ça raconte simplement l'Algérie du présent, confrontée, donc l'image, les images, c'est l'Algérie du présent, le quotidien de gens, de visages comme ça dans Alger. Et puis il y a le son. Oui, pardon, enfin, Non, allez-y, voilà. allez-y. Et puis, non, mais vous avez raison. Et puis il y a le son, et le son, c'est quoi? Ce sont des personnes vivantes d'aujourd'hui, mais qui lisent des textes qui ont été écrits par soit des inconnus ou soit des gens connus, que ce soit des militaires ou des écrivains du 19e siècle qui parlent de cette Algérie, des enfumades dont vous parlez. Je pense par exemple à Hugo, des gens comme ça. Et là où je veux en venir, c'est que d'abord, il y a ces images. Et j'ai l'impression que ce que vous disiez par rapport au Super 8, ça vous a aussi aidé à être très exigeant dans la manière de voir les gens, de voir le monde, de voir le quotidien, d'être extrêmement exigeant, de ne pas forcément enregistrer pour illustrer, non, non, vraiment de voir. Ah ben illustrer, c'est quelque chose que je hais. Illustrer comme monter, c'est quelque chose que il y a longtemps, j'ai même, c'est pas que je l'ai mis de côté, c'était exclu d'office quoi. Mais oui, de fait, dans ce dernier film, c'est des acteurs qui disent des textes du 19e et des images contemporaines de l'Algérie, d'Alger, du Sahara, et aussi des images un peu moins contemporaines parce que des années 90 que j'avais tourné en Super 8 à Paris, le pays des conquérants. Les Algériens qu'on voit, etc., je les considère comme les rescapés des grands massacres qu'il y a eu, cette tentative de, je ne peux pas dire génocide parce que je suis sûr qu'ils avaient dans la tête l'idée de garder des gens pour les faire bosser après, quoi. Et qu'ils ne voulaient pas tous les exterminer parce qu'il fallait bien des bras pour bosser après et gagner plus d'argent en ne les payant pas. Et donc, j'appelle pas ça un génocide, j'appelle ça massacre, tuerie, tout ce qu'on veut. Mais je ne pense pas que ce soit un génocide parce que je pense pas, même si l'idée est évoquée dans les textes, il faut se débarrasser de tous et de ça. Certains avaient ces idées-là, mais pas tous. D'abord, les textes sont assez divergents les uns des autres. Ceux des militaires sont très assassins, pour la plupart, pas tous, et ceux de l'administration civile qui travaillaient en Algérie, qui étaient sur place. Et il y en a, même d'un gouverneur, d'un des premiers gouverneurs, ils sont beaucoup plus humanistes. Quoi. Donc, il y a des tons différents dans la vision de la conquête. Mais bon, moi, je considère que les Algériens et l'Algérie que j'ai filmé maintenant, c'est les descendants des rescapés, quoi. Et c'est pour ça que j'ai eu... c'est venu comme une évidence que ça allait bien ensemble. Que ça allait bien. Et les textes des conquérants et les images de la vie vivante d'aujourd'hui, quoi. Ou du Paris... du Paris qui est la capitale des conquérants, quoi. Du Paris comme centre de pouvoir, quoi. Ça m'est paru tout de suite évident. Et, mais de fait, tout ça, ça me vient du Super 8, quoi, du fait que j'ai fait beaucoup de Super 8. Donc, j'ai fait beaucoup de Super 8 avant de passer à la vidéo. Avant de faire du Super 8, je tournais, mais avec des équipes.
Les 2 premiers films, ils ont été faits avec des équipes. Le premier avec une équipe de bras cassés de l'école de l'IDEC et le deuxième avec une vraie équipe excessivement mal payée, ou peut-être pas payée du tout, je ne me rappelle plus, mais une vraie équipe avec des vrais techniciens, etc., etc. Et après, je me suis mis, à partir de l'escale de Guinée, je me suis mis à travailler seul, sauf pour le petit corps que j'ai fait en équipe. Sauf qu'il y a un tiers du film, plus d'un tiers du film qui est avec moi, c'est moi en Super 8, juste de personnages, et j'ai fait ça tout seul, quoi. Dans ma chambre, dans ma chambre, sur pied, au déclencheur automatique. C'est-à-dire que je courais, je déclenchais la caméra, je courais, je me mettais en place, j'avais fait des marques, des repères, etc., etc. Et puis je faisais mon truc. Il y avait, dans dans les les années années 80, 80, Libération avait fait une espèce comment dire, espèce de hors-série, je crois, si je me trompe pas. J'en sais. Bref, ils avaient posé une question extrêmement simple, très basique, à beaucoup de cinéastes. Et la question, c'était pourquoi vous faites du cinéma? Et voilà. Et quand je vois par exemple un film comme I Am Too Sexy for My Body, for My Body, vous en avez un peu parlé, c'est le film que vous avez fait pendant la deuxième édition du PANAF à Alger. Je crois que c'était en 2010, 2011, 2009, 2010, voilà, c'est ça. 2009. Voilà. Et comment vous filmez, comment vous captez ces corps, comment il y a cette essence aussi, c'est assez impressionnant. Le rapport que vous entretenez aussi avec le son et que vous faites dialoguer avec l'image dans De la Conquête, mais aussi dans Bienvenue à Madagascar aussi. Enfin, tout cela, moi j'ai envie de me réapproprier cette question extrêmement basique, hein, voire même un peu peut-être simpliste aujourd'hui, mais c'est bien peut-être de se poser la question qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui vous tient encore là-dedans pour continuer à prendre cette caméra et à faire des films? Ce serait quoi alors? Pourquoi vous filmez, vous? C'est pas du tout du cinéma que je voulais faire au départ, je voulais faire de l'archéologie. Et quand j'étais petite, ça me passionnait. Et puis j'ai eu le concours de l'IDEC et je me suis mis à faire du cinéma. Par ailleurs, le montage m'intéressait. J'avais déjà vu des gens travailler au montage et ça m'intéressait, etc. Bon, ça c'est sûr que j'ai pas passé le concours avec répugnance, mais je pensais que je l'aurais pas, donc je pensais toujours que j'allais faire de l'archéologie. Et bon, il se trouve que j'y ai pris plaisir et que j'ai du plaisir à tourner, que j'ai du plaisir à... En fait, c'est le plaisir qui me motive, le désir d'abord et ensuite le plaisir de voir que j'ai réussi les choses que je voulais faire. Quand j'ai réussi, ça m'a... Évidemment, dans tout ce que je tourne, il y a plein de merde, hein, comme tout le monde. Enfin, il y a plein de trucs à acheter. Parmi les 10 films? Parmi les 10 films? Non, dans les roches, je veux dire. Ah, voilà, parce que j'allais vous dire non, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Non, dans les rushs, quand je vois les rushs d'un film. Bon, quand je tournais en Super 8, j'étais beaucoup plus rigoureuse parce que d'abord, ça coûtait cher. Ensuite, comme je voyageais, je l'emportais, c'était lourd, c'était compliqué à transporter. Et ensuite, au début, comme je suis monteuse, comme vous l'avez dit, j'avais l'habitude de tourner, monter, ce qui est une erreur. Parce que dès que je me disais, bah, là, je fais le raccord, je coupais, quoi. C'était trop juste. Et j'ai eu des problèmes avec ça. Ça m'a, surtout sur l'escale de Guinée, il y avait des plans qui étaient limite, parce que j'avais tourné, monté. Et que j'ai quand même monté par derrière, donc, et puis j'ai déplacé les plans, et ça s'est pas passé de la façon ça s'est pas passé dans la succession des plans que j'avais tourné. Donc, pourquoi je fais du cinéma, j'en sais rien, moi. Alors là, c'est parce que uniquement, je crois, parce que j'y trouve du plaisir. Bien que ce soit un calvaire, en ce moment, je vis un calvaire parce que pour la je sais pas combienième fois, je réécris un texte pour avoir de l'argent pour un film qui, à force d'écrire pour ce film, j'ai plus envie de faire, quoi. Donc, j'en ai marre, quoi. Ça m'a sorti l'envie de le faire, quoi. De torcher des textes pour un tel. Tout le monde dit non. Bon, bref. Parce qu'avant, c'était peut-être un peu plus simple. Il y avait la caméra à prendre et on y allait. Ouais, pour terminer le film, il faut quand même payer le mixage, oui, bien sûr. Et puis, du temps où je montais en pellicule, en tout cas, l'escale de Guinée, il a fallu louer une salle de montage. Le petit corps, c'était autre chose, il était produit.
parce que la plupart de mes films n'ont pas été produits pendant au moins 5 ou 6 ans. Pas été, ils avaient des productions, mais qui étaient bidons, puis il y avait tout de suite une rétrocession de contrat, etc. etc. Bon, ils faisaient rien, et donc, bon, je lâchais la production. Et c'était des boîtes aux lettres, hein. Donc, et on se séparait tout de suite, quoi. Et je le remanie, il est écrit depuis longtemps, je le remanie, et j'en ai marre. Et justement, j'ai pas cette espèce de violence de désir de partir et de faire un truc que j'avais sur d'autres films, parce que comme il demande plus d'argent, celui-là il demande à peu près 50 000 euros, je les trouve pas. Au lieu de 6 000, parce que les autres, je les fais avec 6 000 euros, quoi. Et y compris de la conquête, ça a été fait avec 0 euros, puisque j'avais toutes les images, j'avais déjà tourné, etc., etc. Ou 2500, donc une subvention que j'avais eue, 2500 euros pour le Sahara. Je l'ai fait avec 0, j'ai fait qu'avec du boulot, je suis pas payé, etc., etc. Et là, ça me demande de l'argent, donc le plaisir, à force de retravailler, de mentir, parce qu'on ment toujours quand on écrit un texte, pour avoir de l'argent, il faut bien mentir, sinon on n'a pas d'argent. Et j'ai plus envie, quoi. Et j'en ai déjà tourné une partie, et le fait de ne pas pouvoir faire la suite me bloque sur le montage de ce que je pourrais faire avec la partie que j'ai déjà tournée. Ça me bloque parce que j'ai à ce poids du truc que j'ai pas eu, et que, bon, enfin, bref, c'est pas très intéressant d'en parler. Donc on laisse tomber. Et pourquoi je fais du cinéma? Ben, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi je fais du cinéma. C'est sûr que j'éprouve du plaisir. C'est sûr que au montage, je jubile. Au tournage, j'ai peur, mais je jubile aussi. Quand je travaille avec une équipe, c'est plus difficile parce que j'ai du mal à parler aux gens. Donc, je peux travailler avec des gens avec qui j'ai pas besoin de parler, quoi. Par exemple, je travaille avec une mixeuse depuis 30 ans. Pas la peine qu'on se parle, parce qu'on se comprend tout de suite. On s'est compris dès le premier film qu'on a fait ensemble, qui n'était pas un des miens d'ailleurs. On se parle pas. Avec la chef-op du Petit Corps, on n'avait pas besoin de se parler, parce qu'elle avait tout pigé de ce que je voulais, donc c'était pas la peine de parler. Et donc, quand je travaille avec une équipe, c'est un peu plus compliqué. D'abord, il faut parler aux acteurs. Moi, les acteurs, j'en ai peur. Évidemment, c'est pour ça que je me suis beaucoup utilisée comme acteur, parce que j'ai pas tellement peur de moi. Et j'étais pratique, j'étais tout le temps là, j'avais pas besoin de me parler, je savais ce que j'avais à faire, et puis voilà. Et mais bon, je veux faire un autre film qui demande, alors là pour le coup, beaucoup plus d'argent, avec des acteurs, mais je n'y arriverai pas. Je le ferai jamais, parce que je trouverai jamais l'argent. Et bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a 10 films qui sont à voir dès demain, parce que là, on enregistre le 23. Donc, dès demain, c'est le 24 mars, et c'est au cinéma du réel. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Et il y a une rétrospective vous concernant, et c'est un plaisir. Je vous invite fortement pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Nicole Brenez disait de vous que c'est un des jardins les plus secrets du cinéma d'auteur, votre filmographie, et je recommande chaudement et ardemment d'aller voir aussi un peu ce qui se passe dans votre filmographie, parce que c'est vraiment passionnant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. C'était un plaisir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.